Puis on commence à voir apparaître des entreprises qui font 1, 2, 3 millions de dollars alors que c'est une personne seule dans son salon qui travaille 3, 4 heures par jour parce que l'IA avance tellement rapidement. On va peut-être arriver éventuellement dans une ère où les logiciels vont être programmés instantanément à la volée sur nos ordinateurs. On commence à le voir tranquillement. La technologie en soi n'est plus défendable. Donc, si tu ne peux plus défendre, ça veut dire qu'à peu près n'importe qui est meilleur que toi en marketing peut bâtir le même produit et aller un petit peu plus vite. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires. Jonathan Léveillé, comme à l'habitude, est avec nous aujourd'hui. Jonathan, je me suis dit, on est le 8 juillet 2026. C'est un petit peu plus calme l'été, les nouvelles, malgré que certains points intéressants qui sortent. Mais bizarrement, on dirait que les 2 dernières semaines ont été plus calmes que toutes les autres semaines qu'on a pu voir auparavant dans l'évolution de l'IA. Donc, un petit peu moins de sujets, il en reste. Mais on dirait que c'est un tout petit peu plus calme. Et je me suis dit, pourquoi pas poser des questions, des cas pratiques, des situations dans lesquelles on a tous potentiellement été mis face à ces moments, ces situations dans le passé et voir comment on répondrait aujourd'hui. Est-ce que tu serais à l'aise que je te pose certaines petites questions et peut-être même tu pourras me les poser en retour? Allons-y, Antoine. En plus, on a la magie du montage. Donc, j'ai zéro été briefé sur les questions. Donc, allons-y, Antoine. Je suis presque prêt. Donc, demain matin, Joe, tu recommences ton organisation. Je te donne 50 000 $. Première chose que tu fais, est-ce que tu engages un développeur bâtisseur de produits ou tu engages quelqu'un qui va uniquement avoir à générer des rendez-vous pour potentiellement vendre quelque chose? Rendez-vous à 100%. Et je m'explique pourquoi. La game de développement de produits n'est plus la même que qu'est-ce que ça a été il y a 15, 20 ans, quand les G-Soft de ce monde, maintenant Workly, qui ont développé des produits que ça a vraiment explosé. C'est plus une problématique de bâtir quelque chose, c'est une problématique de connaître le marché, répondre vraiment à un problème et réussir à rejoindre cette audience-là, donc passer à travers le bruit. À 100 000 à l'heure, j'irais plus en mode de générer des rendez-vous puis parler avec des gens pour peut-être après bâtir un produit ou un service et surtout pas bâtir le produit en premier. Dans mon cas, à moi, à l'heure actuelle. Si j'oubliais tout ce que j'ai comme connaissance jusqu'à date, là, je voudrais parler aux gens, je voudrais voir c'est quoi leur problème, leur enjeu. Et c'est tellement rendu de plus en plus facile de bâtir un produit que de dire d'en bâtir un et d'avoir un avantage qui fait qu'on peut transformer ça en entreprise long terme. Plus j'avance, plus je me pose des questions par rapport à ça. Puis on le voit également à la bourse. Hein, les grands de ce monde ont eu vraiment une grande dégringolade dans le produit parce que l'IA avance tellement rapidement. On va peut-être arriver éventuellement dans une ère où les logiciels vont être programmés instantanément à la volée sur nos ordinateurs. On commence à le voir tranquillement là, avec Fab 5, entre autres, dans l'écosystème de Tropic, qui est complètement hallucinant. Fait que définitivement, quelqu'un qui fait des appels, qui book des rendez-vous, et je commencerai par ça si j'avais exclusivement le choix un ou l'autre. Je te retourne la question, Antoine, parce que j'ai hâte de voir, toi qui transiges un peu dans le service, dans le produit. Ouais. Ben, je pense que ton point il fait énormément de sens. Je t'ai juste donné 2 options, donc tu as pris, je pense, l'option que j'aurais pris aussi. Si j'avais amené d'autres options, je pense que et ça ouvre la discussion, je trouve que ça ouvre un point qui est intéressant. Je pense que ce que tu essayes de dire, corrige-moi si je me trompe ici, c'est que la distribution a plus d'importance maintenant que la conception du produit. La distribution peut être effectivement quelqu'un qui fait des appels à froid pour nous, qui fait du développement ou encore bâtir un média. Je pense que d'avoir un média aujourd'hui, que beaucoup plus de gens qui l'écoutent, a une valeur ajoutée et plus difficile à bâtir et plus important même que de bâtir le produit. On le voit, on en a parlé très souvent sur le podcast, les grands créateurs de ce monde qui arrivent à bâtir des entreprises très, très rapidement parce que préalablement, ils ont bâti la distribution. Je vais dans la même idée. Je pense que demain matin, tu me donnerais un budget avec quoi travailler, le vendeur de leads, certes, mais peut-être également la structure pour bâtir, que ce soit un podcast, que ce soit un compte sur les médias sociaux, un média d'une quelconque manière pour avoir de la distribution. Ça, c'est définitif que ce serait la première chose que je voudrais mettre en place dans mon organisation. Une autre question que je te pose, qui serait quand même intéressante parce que je t'ai entendu très souvent dans le passé, on en a même parlé en privé, que tu avais utilisé certaines structures. Je pense que tu en as même utilisé plus qu'une ici. Quand je parle de structure, je parle de structure de gestion d'entreprise, donc les fameuses structures Scaling Up, EOS, Traction. Tu en as testé, je pense, plus qu'une, si ma mémoire est bonne. Lesquelles que tu recommandes? Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? De par mon historique, je suis tombé dans l'écosystème Gazelle Scaling Up début des années 2010. Donc, je suis un petit peu biaisé aujourd'hui. C'est principalement la structure et les outils que j'utilise dans l'organisation d'OpenMind et dans les autres organisations autour que j'ai la chance
de participer de proche ou de loin, soit en actionnaire ou en aviseur. J'ai pas eu la chance d'essayer iOS. J'en ai beaucoup entendu parler. Je challengeais un petit peu les gens ici à l'interne pour voir dans un trimestre ou deux, peut-être d'aller voir le coffre à outils d'iOS pour voir si c'est pas des choses qu'on pourrait venir importer qui peut être intéressant. Parce que j'entends des bons échos également de certains outils dans le coffre à outils de iOS. On a vu également certaines limitations du coffre à outils Gazelle Scaling. Exemple, une planification stratégique extrêmement définie sur un 3 à 5 ans. Il n'y a pas ça dans le coffre à outils de Gazelle Scaling. Donc, on a importé également un outil qui s'appelle l'OGSM, qui est Objective Goal Strategy and Measure. Donc, on est venu ajouter des outils dans le coffre initial de Scaling Up. Est-ce qu'on utilise 100% de la technique? Non. Donc, si j'avais recommencé aujourd'hui, c'est sûr que j'irais avec Gazelle de par l'expérience que j'ai à l'heure actuelle, mais c'est vraiment tentant d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de iOS. Je pense qu'il y a du bon contenu. Il y a probablement des gens qui l'utilisent, la technique. Je pense que une ou l'autre, au final de ce que j'entends, finit par s'équivaloir en termes de gain net. Il y a certains trucs qui sont plus forts d'un côté que de l'autre. Et je suis un petit peu attiré, je dirais, là, devant nous à regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour aller chercher le meilleur des deux mondes de ces deux grands coffres à outils-là. Il y en existe probablement d'autres. Probablement, Antoine, t'en connais également d'autres. Je serais curieux, toi, je pense, est-ce que c'est plus du côté Gazelle ou iOS ou un autre coffre à outils? Absolument rien, mon Dieu. Absolument Je rien. suis Sûrement un surpris. mix un mix de plein de choses comme ça qui sont mis en place avec des objectifs, des rencontres trimestrielles, des hebdos, bref. Il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent. Je pense que ce que ces entreprises ont été capables de faire, c'est de mettre un cadre autour de ça, un cadre qui est facilement enseignable. J'ai entendu des très, très belles choses sur ces approches. J'ai lu les livres également. Mais non, je te dirais en date d'aujourd'hui, aucune structure iOS ou Scaling Up spécifique qui est mise en place. Une structure J7 qui a du bon et qui a du moins bon. Selon toi, est-ce que je perds beaucoup à ne pas avoir installé ce type de structure? On l'utilise, nous, depuis plus de 13 ans chez OpenMind. 13 ans, wow. Oui, je dis ça, puis ça va vite, hein? Et à travers le temps, on a perdu certains réflexes et certaines habitudes envers certains outils et certaines routines. Et à chaque fois, on est arrivé à un moment donné à un point où ce qu'on a dit, My God, pourquoi qu'on a laissé tomber cet outil-là? Pourquoi qu'on a laissé tomber cette routine-là ou ce checkpoint-là? Puis ça nous a rattrapés à travers le temps. Et à plusieurs reprises, on a voulu déformer des outils, puis on s'est rendu compte à la fin qu'on n'aurait pas dû déformer l'outil en tant que tel, l'outil ou la routine. Puis un bon exemple, je peux vous donner concret, c'est les startup meetings, les meetings du matin qu'on fait. On avait déformé l'ordre. Généralement, dans Gazelle, Scaling Up, c'est une bonne nouvelle, tes 3 priorités de la journée et as-tu un roadblock? On avait commencé à déformer cette structure-là ou cet ordre-là pendant la COVID, puis on avait laissé le choix aux équipes de tourner les questions comme ils voulaient. Puis à un moment donné, honnêtement, c'était un cirque, là, pour être vraiment franc. Là. Ça devenait vraiment complètement pas logique et ça a baissé la valeur. Alors, les gens ont commencé à arrêter de faire les startup meetings. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on s'est désynchronisé dans certaines équipes pour finalement ramener ça. Je pense que c'est bon de se coller à l'outil au départ, au coffre à outils, mais de pas trop de créatif dans le temps, d'essayer de modifier les choses. Honnêtement, ça ne nous a pas tant servi à travers le temps. Mm-hmm. Ben, je pense qu'au final, ça a été implanté dans tellement d'entreprises pour des raisons. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de tout tester, d'arriver à une formule qui est bonne et que c'est mieux de ne pas trop toucher parce qu'ils ont été capables de faire le travail. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs choses que vous avez déjà chez J7. Si je les nomme un peu, les outils principaux qu'on utilise dans l'écosystème de Gazelle, c'est la structure justement des startup meetings, donc les rencontres journalières. On a les rencontres hebdomadaires, les mensuelles, les trimestrielles et les annuelles. À t'entendre parler un petit peu, tu as un peu, je pense, répliquer un peu à ta sauce cette série-là de cérémonies, rituels, rencontres avec des structures probablement similaires à Gazelle, j'imagine. Là. Exact. C'est un mix de ça, effectivement. Et un autre outil qu'on utilise, qu'on avait arrêté d'utiliser à travers le temps, puis qu'on se rend compte qu'on a vraiment, vraiment avantage à le garder en place, c'est le top grading. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du top grading, Antoine, de ton côté, ou si vous utilisez quelque chose de similaire. Mais donne du contexte pour l'audience. Donc, le top grading, c'est quoi? C'est un outil, un graphique dans lequel on va venir positionner chaque joueur de l'organisation sur 2 axes. Un axe qui est à quel point la personne est performante, puis à quel point la personne vit bien les valeurs de l'organisation. Donc, ça va venir créer 4 cadrans dans le visuel. Donc, si la personne, par exemple, vit
bien les valeurs de l'organisation et est performante, elle va se retrouver dans le cadran A. Donc, c'est un joueur ou A+, ou A étoile. Et ça l'amène la théorie qu'il y a des joueurs A, des joueurs B, des joueurs C, des joueurs A toxiques. Donc, c'est quelqu'un qui est très performant, mais qui ne vit pas les valeurs de l'organisation. Et là, généralement, en faisant cet exercice-là, les managers vont évaluer chacun de leurs joueurs, où est-ce qu'ils pensent qu'ils sont. Puis là, ça crée des bonnes discussions après ça avec l'équipe de gestion. Mais le but après, c'est de trouver un moyen de récompenser les A pour les garder motivés. Mhm. Après ça, de faire un plan de match pour prendre les B qui ne sont pas nécessairement performants, mais qui vivent bien les valeurs de l'organisation. Mais comment on les rend performants? Comment on les forme? Comment on les accompagne? Comment on les soutient? Comment on les fait évoluer? Et les A toxiques, généralement, mais il faut. A toxiques et les joueurs C, il faut les inviter à aller jouer sur un autre terrain de soccer parce que les joueurs A n'aiment pas jouer avec des B et des C. Donc, si on veut garder nos A, il faut s'assurer de garder un maximum de gens qui est performants, non toxiques et le maximum de gens performants et qui vivent les valeurs à ce moment-là. Fait que ça, c'est un exemple d'outil qu'on était très, 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 très assidus là-dessus à chaque trimestre. On regardait combien de joueurs qu'on avait de A, des B, des C, les plans de match pour faire évoluer les B. Les C, il fallait être très strict en dedans de 30 à 60 jours. Fallait les replacer ailleurs dans une autre organisation. Et on avait arrêté pendant un certain temps de le faire et on l'a remis en marche. Là, il y a à peu près, je pense, 4 ou 5 trimestres. Et ça a fait bouger quand même certaines choses intéressantes, positives pour tous les humains parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bon dans une organisation, c'est pas le fun pour lui non plus. Là. Il est mieux d'aller dans une organisation qui est peut-être plus appropriée pour ses compétences, ses vouloirs, son vouloir puis ses ambitions là, à ce moment-là. Donc, ça, c'est le genre d'outil qui est un peu plus caché dans le coffre à outils de Gazelle Scaling Up, mais qui est vraiment intéressant. Peut-être un autre outil que je peux déposer, c'est l'outil Face et Pace. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Antoine, de Non. ces deux outils-là. Donc, c'est le Function Accountability Chart et le Process Accountability Chart. Donc, c'est une page. C'est toujours des outils simplifiés, là. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois par année, avec l'équipe de gestion, on sort cette feuille-là, on sort notre liste de fonctions clés qu'on a dans l'organisation et de processus. Et là, il faut que tout le monde, chacun de notre côté, on dise qui est responsable de cette fonction-là ou ce processus-là. C'est quoi le livrable au final? Et est-ce qu'on devrait faire mieux pour moins cher ou on devrait le mettre plus rapide, ce processus-là? Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on fait le tour de table, des fois, on se rend compte que c'est pas clair quel processus qui est imputable de ce processus-là, qui est responsable, est-ce que ça va bien, ça va pas bien, puis qu'est-ce qu'on devrait améliorer à ce moment-là. Est-ce que c'est better, cheaper ou faster qu'on devrait faire sur cette ligne-là? Et ça crée des discussions vraiment incroyables parce que des fois, on se dit, ah oui, moi, je pensais que c'était un tel qui était responsable de ça, puis là, on n'a pas été assez clair. Fait qu'imagine le flou dans l'organisation si on se rend compte qu'il y a un flou dans l'équipe de gestion. Et là, ça nous permet de prendre un ou deux processus qu'on dit, OK, ça, il faut vraiment le travailler au niveau du faster, better ou cheaper. Puis ça fait partie à ce moment-là de l'amélioration qu'on va faire dans le prochain trimestre dans l'organisation. Fait que ça enlève du flou, ça l'aligne l'équipe après, puis ça permet d'améliorer un processus ou une fonction dans l'organisation. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement longs. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Intéressant. Je te pose une question, tu vois, c'est une réalisation que j'ai pu voir chez J7 dans la dernière année et je serais curieux de voir comment ça se met en place chez OpenMind. On n'a plus, ou du moins, on bouge vraiment de plus en plus chez J7 cette fonction de manager. On bouge très, très loin de ça, c'est-à-dire que chaque
contributeur dans l'organisation a un travail à faire dans un livrable précis, c'est-à-dire qu'il est un peu comme on a mentionné plusieurs fois sur le podcast, un joueur-entraîneur, c'est-à-dire qu'il a un mandat à faire et qu'il a un mandat également de leader, mais simplement un mandat de leader, de gérer, de manager, on s'éloigne de plus en plus de ça. Et je ne pense pas qu'on va y retourner. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans le podcast, il y a plus de 400 épisodes, vous irez les écouter. Comment ça se passe chez OpenMind? Est-ce que tu as encore ou tu recherches encore ce type de joueur ou tu bouges davantage vers cette fonction de joueur-entraîneur? On a, juste pour mettre en perspective, on est à peu près une cinquantaine dans l'organisation présentement. On était organisé au niveau de l'équipe de gestion pour aller chercher du 75-100 joueurs environ avant la pandémie. Donc, on a fait bouger un peu cette structure-là parce qu'on est capable de faire beaucoup plus avec le même nombre de joueurs aujourd'hui. Donc, ça nous a amené une réflexion à comment le futur de l'organisation doit être en prenant en compte ce qui se passe avec les outils d'intelligence artificielle. Fait que ce qu'on est en train de faire, c'est de défaire la fameuse pyramide là, visuelle d'un organigramme qui ressemble à ce qui était dans le temps pour une utilité de guerre. Dans le fond, quand les gens voulaient conquérir à ce moment-là des territoires, il fallait avoir une armée qui était en mode pyramidal pour plus se rapprocher du parcours client et de défaire les silos. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de moins en moins avoir une philosophie qu'il y a un directeur qui va gérer plein de monde en dessous, mais il y a des gens qui ont effectivement des livrables, qui doivent contribuer à une section ou à plusieurs sections du parcours client. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des joueurs qui vont venir aider à faire évoluer ces joueurs-là à travers le temps. On essaie de se défaire de ce qui est plus traditionnel en termes de business. Pas évident, on est dans cette transition-là, il y a des pour et des contre. Donc, ça l'amène effectivement à la logique, comme tu dis, Antoine, de ton côté, il faut qu'il y ait un player coach en même temps à travers tout ça. Et ça l'amène la logique aussi du world model qu'on a peut-être parlé dans les derniers épisodes. Je ne veux pas trop rentrer techniquement là-dedans, mais ça vient rechallenger un peu comment on devrait, je pense, réfléchir nos organisations. Puis il devrait de moins en moins, il devrait ne plus avoir de gens qui sont seulement gestionnaires à ce moment-là. Non, effectivement, je pense que ça bouge énormément à ce niveau précis. C'est quoi qu'une entreprise a de besoin en 2026 pour lever de l'argent, selon toi? Est-ce que ces modèles-là existent encore? On le voit, mais ça a été considérablement brisé, on pourrait dire ainsi. Tout a changé, c'est-à-dire que si on reprend un pas de recul, il y a quoi? Pas plus tard que 4-5 ans de cela, n'importe quel type d'entreprise qui était capable de démontrer de la croissance pouvait lever de l'argent, peu importe le modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut se ramener à la COVID, des entreprises qui étaient en direct to consumer, qui vendaient des produits physiques, qui investissaient $1 sur Facebook, qui en mettaient $3 dans leur poche, démontraient une thèse de croissance qui pouvait convaincre un investisseur de venir injecter du capital dans l'organisation. On comparait ces modèles-là à des modèles de logiciels. Les logiciels ont continué à lever de l'argent à des vitesses grand V. Ce modèle-là est venu se faire briser il y a environ, je pourrais dire, environ peut-être un an et demi de cela maintenant. Ou est-ce que des logiciels purs et durs, beaucoup plus difficiles de lever de l'argent? On parle davantage maintenant de joueurs IA, littéralement, d'entreprises qui ont été bâties, de AI native, qu'on dit en anglais. Toi, comment tu vois ça de ton côté? Qu'est-ce qu'une entreprise a de besoin en 2026 pour lever de l'argent et à quel moment ne doit-on pas lever de l'argent? Je suis probablement biaisé sur certains volets de cette question-là, ou plutôt la réponse que je vais donner. Premièrement, c'est des parties de tous nos produits qu'on avait développés qui nécessitaient peut-être éventuellement une levée de fonds. Et on est un petit peu moins proche de l'écosystème, justement, de levée de fonds, les VC et tout le reste, là, depuis à peu près 2 ans, puis qu'on est rendu 100% focus sur l'automatisation numérique et l'IA pour les entreprises en mode service. Et également du fait qu'on n'a jamais eu nous-mêmes à aller chercher du financement de l'externe. On a toujours été bootstrap, en bon français, donc on a toujours réinvesti nos profits pour faire croître l'organisation à travers le temps. Si j'avais à répondre à la question, là, je pense que je séparais en 2 volets. Le premier, c'est si on est une entreprise traditionnelle qui n'a pas nécessairement le mot intelligence artificielle puis des visées là, d'aller jusque sur Mars. Là. Je pense que ces entreprises-là, ce qu'ils ont besoin, c'est des bons contrats signés fermes, de la récurrence et une bonne preuve que l'entreprise va être encore là dans 18, 24, 36 mois et que la rentabilité peut être là. Fait, financement traditionnel, probablement par les BDC de ce monde et compagnie ou les banques traditionnelles. Mais de l'autre côté, si vous développez un produit numérique, s'il n'y a pas de l'intelligence artificielle dedans, de ce que j'entends, et là, je suis loin de l'écosystème, mais ce que j'entends de loin, c'est qu'il faut qu'il y ait le mot IA, puis il faut prouver qu'il y a vraiment plus que juste une petite intégration d'IA dans le produit pour aller chercher du financement. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher du financement? C'est la question que je retournerais parce que
souvent, les gens allaient chercher du financement pour financer du headcount, donc des ingénieurs de plus à embaucher. Là, l'accélération se fait présentement au niveau de l'écriture des lignes de code. Après ça, c'est d'être capable d'investir en marketing, mais si la formule de on met 1 $, ça rapporte 2 ou 3, ben, on n'a pas tant besoin d'aller chercher du financement parce qu'on devrait être capable de s'autofinancer en boucle positive vers l'avant. Donc, est-ce que le besoin de financement est toujours aussi là qu'avant? Je pose un gros point d'interrogation au final pour ceux qui sont peut-être dans cette période-là de leur entreprise. Je pense que l'écosystème a changé très vite. Ouais. Ou plutôt, le fondement même du pourquoi on aurait besoin de financement a changé beaucoup depuis l'arrivée, je dirais, d'Opus 4.5 en novembre passé. Et tout le reste a déboulé, je pense, à partir de là. Mais ça revient à ton point que tu disais plus tôt, la technologie en soi n'est plus défendable. Donc, si tu ne peux plus défendre, l'investissement externe, c'est-à-dire était fait pour venir accélérer une technologie qui était défendable. Si la technologie est difficilement défendable, ben, ça veut dire qu'à peu près n'importe qui est meilleur que toi en marketing peut bâtir le même produit et aller un petit peu plus vite. Bon, je simplifie un peu tout ça. Je pense que beaucoup de produits sont facilement construisables maintenant. C'est une autre histoire de les mettre sur marché, d'avoir des centaines et des milliers de clients qui vont les utiliser. Le paradoxe, c'est que ces fameux produits technologiques maintenant sont à la merci de produits faits maison que certaines personnes essaient de bricoler, que certaines entreprises essaient de bricoler, qui est une bonne chose à faire si on peut sauver des coûts. Mais je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça remet en doute un peu le modèle VC. D'un autre côté, on voit il y a des investissements comme pas possible qui ont été mis en place dans les dernières années sur des boîtes tech, des boîtes IA qui, comparativement à ce qu'on voyait dans le passé, ont des croissances phénoménales. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des types de croissance de la sorte. Bien entendu, on a parlé très souvent de Anthropic sur le podcast, mais il y a d'autres organisations qui ont des croissances de 100x quasiment qu'on voit par année. Et il y a des très, 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 très belles boîtes IA qui, en ce moment, sont en train d'être construites, qui, à la base, sont quasiment davantage des boîtes d'infrastructure. Et tranquillement, on voit des boîtes au niveau également de l'application. Je ne sais pas si tu connais la boîte Harvey aux États-Unis, qui est essentiellement une IA pour les avocats. Donc, tu vois, au niveau vertical, application, ils commencent à avoir des organisations comme ça. Je pense qu'ils ont levé une dernière ronde de financement à plusieurs centaines de millions, valorisation à 11 milliards de dollars présentement. Il y a plusieurs types de Mercor en est une autre de la sorte. Il y a plusieurs types de boîtes comme ça qui sont capables, soit qui viennent et qui bâtissent de l'infrastructure IA, ou soit qui sont au niveau des applications, mais purement SaaS. Définitivement, c'est différent que ce qu'on était capable de voir, de ce qu'on pouvait voir dans le passé, c'est clair. Et j'adore le nom de Harvey, j'imagine. ça doit Ouais. être pour Harvey Bien sûr. Specter Ouais. de la fameuse série qui était assez incroyable, qui représentait un avocat qui était une Absolument. machine au final. Une machine. Dans Dernière question de pour mémoire, toi. je pense que c'est Sous. Vas-y, Antoine. Suits, exactement. Mais dernière question pour toi, moi, que je te laisse filer. C'est quoi le type d'entreprise exceptionnel du futur? C'est-à-dire qu'il y a tout le temps eu des types d'entreprises qui étaient assez intéressantes à gérer. Toi, dans ton idéal, dans 5 à 6 ans, c'est quoi l'entreprise idéale à posséder en tant que propriétaire d'entreprise? Je pense que ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce que c'est un lifestyle business? Est-ce que c'est une business de croissance qu'on est prêt à mettre 50, 70, 100 heures par semaine? Je pense on est en train de vivre une transformation de ce qui est possible en affaires, qui a vraiment une brisure entre le nombre de personnes dans l'entreprise puis les revenus ou la quantité d'heures qu'on va mettre dans une semaine puis les revenus puis les profits. C'est jamais arrivé dans le passé. Avant, il y avait vraiment, en tout cas pour le mode service, une corrélation directe de on a tant de personnes à gérer humains, ça va générer tant de revenus. Et si on fait un produit, ben, il fallait tellement investir pour créer la manufacture ou créer le produit que le risque est énorme. Là, ces barrières-là sont en train de disparaître ou de diminuer beaucoup au final. Je pense qu'on va voir, puis on commence à voir apparaître des entreprises qui font 1, 2, 3 millions de dollars alors que c'est une personne seule dans son salon qui travaille 3-4 heures par jour, juste de par l'automatisation de l'IA. Fait que je pense qu'il y a quand même une belle fenêtre d'opportunité pour les 5-10 prochaines années, mais ça va devenir une norme par après. Fait que je pense qu'il faut se projeter plus loin qu'une fois les automatisations pleinement dans nos organisations, parce que c'est juste une fenêtre de transition qui crée des opportunités temporaires pouvant être 5-10 ans. Mais je pense qu'il va y avoir une deuxième vague qui va arriver après. La première, c'est tout le travail qu'on fait devant l'ordi. Mais il y a une vague inévitable qui va arriver, qui va être la robotisation de tout ce qu'il y a en dehors de l'ordi. Il y a des gens qui vont être capables d'avoir une compagnie qui va tondre le gazon avec un seul robot qui va se promener de manière autonome d'une place à l'autre. Et ces jeunes-là qui vont allumer d'acheter ce robot-là puis le mettre en production, bien, ils vont pouvoir avoir des clients d'une manière assez impressionnante avec un très faible coût qui pourraient même prospecter ces clients-là par l'IA. Donc,
d'automatiser autant la livraison que la prospection, la distribution. Fait que je pense que pour des gens qui veulent se lancer en affaires ou qui se disent, bon, c'est quoi la prochaine possibilité de business, il y a vraiment de belles opportunités qui sont en train de se créer, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'est pas habitué. Et je pense pas que ça va s'enseigner sur un banc d'école. Je pense que ça va s'enseigner directement sur le terrain de pratique pour des gens qui sont curieux, qui sont intenses, qui écoutent un peu c'est quoi le problème du client, puis qui décident d'essayer d'automatiser ça, soit virtuellement ou physiquement. Mais le mot automatisation revient dans tout ça, je pense, au final. Le futur des entreprises passe par l'automatisation, qu'elle soit physique ou virtuelle dans l'ordinateur. C'est la prochaine version de nos organisations ou de nouvelles organisations qui vont apparaître au marché, là. Les choses évoluent vite. Très, très, très vite. Écoute, Jonathan, merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je m'étais préparé quelques petites questions de la sorte. Donc, toujours intéressant de t'entendre. C'est quoi le mot de la fin? Est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est complet, Antoine, pour cette semaine. Et Fantastique. si vous n'avez pas testé Fable 5, il est de retour depuis quelques jours. Vous allez l'avoir dans vos comptes jusqu'au 12 juillet. Donc, profitez-en. Ça va sortir le 9 juillet, j'imagine, cet épisode-là. Donc, si jamais c'est le cas, allez tester Fable 5 dans Anthropic, une merveille d'intelligence. Vous allez être capable de faire 3 prompts, puis après, vous allez devoir repayer. Donc, dites-vous que c'est à peu près ça que vous êtes capable d'avoir avec Fable 5 en ce moment. Donc, profitez de vos 3 prompts. Ils vont être exceptionnels. Mais après, la carte de crédit, on va vous demander de la repasser. Soyez conscients, soyez prêts. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on continue la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.